Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Libre. Nous recevons aujourd'hui Véronique Gaspard, la coordinatrice des relations internationales à l'Université libanaise. Nous allons parler avec elle des partenariats académiques, des échanges étudiants et du rôle de l'Université libanaise sur la scène internationale. Véronique Gaspard, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Aujourd'hui, comment la crise financière actuelle affecte-t-elle la mobilité des étudiants et des enseignants au sein de votre université ? Je commence par vous remercier pour cet accueil. La crise financière a affecté la mobilité internationale, mais uniquement pour le programme de mobilité qui sont financés, gérés par des bourses internes à l'université libanaise. Parce que vous allez voir, on n'a pas que ces programmes qui sont gérés en interne, on a d'autres programmes. Donc, et comme vous le savez, l'université libanaise, ça décerne des bourses, que ce soit des demi-bourses ou bien des bourses complètes pour des étudiants en excellence académique dans toutes les disciplines. Donc les étudiants qui étaient sur ces programmes spécifiques de bourses de financement interne à l'université libanaise ont eu bien sûr des difficultés par suite de la dévaluation de la livre libanaise et donc de la perte de la valeur réelle de leur bourse quand c'est changé en devises étrangères. Et en deuxième point, lorsque on a vu pendant les moments de la crise financière à l'université libanaise la diminution du nombre de bourses, parce que naturellement on s'est déplacé dans les différentes lignes budgétaires de l'université libanaise, dans des points et dans des rubriques pour essayer d'avoir le plus de fonctionnement au niveau de l'université libanaise. Et dans le troisième point, bien sûr, cette mobilité internationale des enseignants-chercheurs était également affectée. Mais là aussi, je répète, c'est uniquement pour les enseignants-chercheurs qui, pour la mobilité de leur participation dans des conférences, dans des congrès internationaux, se basent également sur des fonds internes de l'université libanaise. Alors justement là-dessus, existe-t-il des programmes de financement spécifiques pour aider ces étudiants à gérer malgré la crise ? Ah oui, bien sûr, au niveau de l'université libanaise, on a une stratégie d'appuyer, de mobiliser, mais également de toujours avoir cette mobilité internationale, pas seulement pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs, mais également pour le cadre académique. Donc on a plusieurs rubriques. Je commence, mais vraiment très rapidement, au niveau de l'appui ou bien des programmes d'appui de la mobilité internationale en interne, dans notre maison à l'université libanaise. On a commencé par une première vague de la réévaluation des bourses pour les étudiants et on va commencer une autre vague de réévaluation pour reprendre cette valeur réelle. Mais également au niveau national, au Liban, on a multiplié les coopérations avec les organisations, les institutions publiques, les institutions qui sont également privées pour appuyer à la mobilité internationale des étudiants. Toujours, il ne faut pas oublier que l'UL est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, donc tout appel à candidature sur le site du BMO de l'AUF, nos étudiants, nos enseignants-chercheurs en bénéficient, mais également on a les bourses d'appui du CNRS libanais. Donc ça, si vous voulez, du point de vue national, mais on a également des programmes à l'international qui sont gérés localement, comme par exemple les mobilités qui sont dans le cadre du projet CEDRE Ubercurien, les mobilités qui sont dans le cadre de l'Institut français de l'ambassade de France. Et là, je cite les bourses Força, Safar, SSHN pour les jeunes chercheurs et les chercheurs certifiés. Pas seulement ça, on a également d'autres dispositifs qui sont gérés par l'université, pas gérés, mais qui sont vraiment au niveau de l'université libanaise et dans lesquels on participe. C'est l'international géré par l'international. Alors justement, là-dessus également, quels partenariats internationaux sont actifs et y a-t-il des risques qu'ils soient réduits ? Les partenariats internationaux qui sont les plus actifs, ce sont les partenariats bien sûr de double diplôme. Et là, je parle des doubles diplômes, que ce soit en master ou bien les doubles diplômes qui sont pour les thèses en co-tutelle. Pourquoi ces partenariats sont les plus actifs ? Entre parenthèses, pour vous donner des chiffres, pour l'année académique 24-25, on avait plus de 40 doubles diplômes à l'université libanaise, spécifiquement entre l'UL, l'université libanaise, et des établissements d'enseignement supérieur européens, 90% en France. Et on a plus de 100 co-tutelles. Eh bien, c'est ça, ces partenariats qui sont les plus actifs parce qu'on a un calendrier scientifique qui est bien défini, avec un calendrier dans le timing qui est également très bien reconnu, des programmes également qui sont bien soutenus. Et donc, dans ce cas-là, avec des
des modes de financement et de cofinancement. Et c'est pour cela, quand vous avez un cadre qui est bien reconnu à l'avance, ça va avoir, ou bien ça va booster ces partenariats qui sont durables et qui sont viables. Et en 2 mots, quelles sont les politiques, les stratégies de coopération de l'université libanaise? L'université libanaise, comme vous le savez, elle a défini un plan stratégique quinquennal et s'était lancé depuis à peu près 1 an au ministère de l'Enseignement. Et dans ce plan stratégique, on a tout un pilier dans ce plan stratégique pour l'appui à la mobilité internationale. Et donc, je cite dans ce plan stratégique spécifiquement le développement des projets européens et donc la participation et la montée en flèche de la participation de l'université libanaise dans ces projets européens pour appuyer la coopération, la mobilité internationale des enseignants, chercheurs et des étudiants. Et spécifiquement le développement au niveau de l'international de la coopération entre l'université libanaise, les ministères, les différentes organisations publiques et privées pour avoir une université qui est productive, qui est au service du développement sociétal et qui appuie cette mobilité également interne dans le pays. Véronique Gaspard, merci pour toutes ces informations et à très bientôt. Merci Ayaan. La question du désarmement du Hezbollah continue d'occuper le devant de la scène politique. Le médiateur américain Tom Barrack, reçu au palais présidentiel Abu Abda, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une guerre mais d'un processus visant à convaincre le Hezbollah d'abandonner ses armes, tandis que sa collègue Morgan Ortagus a assuré qu'Israël était prêt à avancer pas à pas si le gouvernement libanais poursuivait dans cette voie. Abu Abda, rencontre à haut niveau entre le président Joseph Aoun et les envoyés américains Tom Barrack et Morgan Ortagus. Au cœur des discussions, la question hautement sensible du désarmement de Hezbollah. Tom Barrack a assuré « Nous ne parlons pas de guerre, mais d'un processus qui doit convaincre le Hezbollah de se défaire de son arsenal. Le président Trump souhaite voir le Liban prospérer. Vos dirigeants ont déjà franchi une étape majeure en demandant à l'armée de préparer un plan de désarmement. » L'émissaire américain a insisté sur l'importance d'une solution négociée, évoquant même une coopération régionale du Golfe à la Syrie pour instaurer la stabilité et favoriser la relance économique du sud du pays. Pour sa part, Morgan Ortagus a confirmé qu'Israël est prête à avancer pas à pas avec les décisions du gouvernement libanais. Nous accompagnerons ce processus historique et encourageons Tel Aviv à prendre ses responsabilités. Mais à Beyrouth, la présidence s'inquiète. Selon des sources, le chef de l'État redoute que les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'engagent pas suffisamment Israël sur le plan américain, faute d'un engagement clair et public. Entre espoir d'un avenir plus prospère et incertitude sur la mise en œuvre, le Liban reste suspendu au prochain développement. Une feuille de route doit être présentée d'ici la fin du mois d'août, étape cruciale vers un éventuel désarmement du Hezbollah et un nouveau chapitre des relations entre Beyrouth et Tel Aviv. Après des jours d'incertitude, Washington a annoncé qu'il soutiendra la prolongation pour 1 an du mandat de la FINUL, la force de maintien de la paix déployée au Liban Sud depuis 1978. À l'ONU, les tractations autour du mandat de la FINUL se poursuivent, mais un signal fort est venu de Washington. L'émissaire américain Tom Barrack a annoncé que les États-Unis approuvent la prolongation d'1 an de la mission. Déployée depuis 1978, la FINUL compte près de 10 800 casques bleus. Leur mission, faire tampon entre Israël et le Liban dans une zone encore marquée par des tensions récurrentes et des accrochages armés. Washington reconnaît le coût élevé de la mission, près d'1 milliard de dollars par an, mais souligne son rôle crucial pour la stabilité régionale. Le vote du Conseil de sécurité, initialement prévu lundi, a été repoussé. Un projet de résolution prévoit une prolongation du mandat jusqu'au 31 août 2026, mais évoque aussi une perspective de retrait progressif afin que l'armée libanaise devienne le seul garant de la sécurité dans le sud. Dans un contexte de guerre à Gaza et des tensions croissantes à la frontière israélo-libanaise, le maintien de la FINUL apparaît pour beaucoup comme un gage de stabilité. Mais Israël réclame le désarmement complet du Hezbollah, tandis que Beyrouth insiste sur la nécessité d'un engagement international pour préserver sa souveraineté. Le Conseil de sécurité doit encore fixer la date du vote, mais l'annonce américaine lève un obstacle majeur. Le Liban, lui, reste suspendu aux équilibres fragiles de la diplomatie internationale.
En Israël, des centaines de manifestants réclament la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages à quelques heures d'une réunion cruciale du cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou sous le choc d'une frappe meurtrière contre des journalistes à Khan Younes. En Israël, la pression monte sur le gouvernement. Des centaines de manifestants ont bloqué la circulation aux abords de Tel Aviv, exigeant un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Ces manifestations surviennent au lendemain de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younes qui ont tué 20 personnes selon la défense civile de Gaza, dont 5 journalistes. Parmi eux, 3 travaillaient pour Al Jazeera, Reuters et Associated Press. L'ONU, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné ces frappes, rappelant l'obligation de protéger les journalistes en zone de guerre. Benjamin Netanyahou a déploré un accident tragique et ordonné une enquête. Le cabinet de sécurité doit se réunir. Selon les médias israéliens, il discutera d'une reprise des négociations menées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Le Hamas a déjà accepté une trêve de 60 jours en échange d'un échange progressif d'otages et de prisonniers palestiniens. Mais en parallèle, Benjamin Netanyahou a validé une nouvelle offensive militaire pour s'emparer de Gazaville, dernier bastion du Hamas. Une opération qui menace de faire encore plus de victimes civiles dans un territoire déjà ravagé. Entre la rue qui réclame la paix, les familles qui appellent au retour de leurs proches et un gouvernement déterminé à poursuivre l'offensive, Israël se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Et enfin, un anniversaire pas comme les autres aux Zoo de Moscou. Le panda géant chinois Rouyi a soufflé ses 2 bougies sous les yeux émerveillés des visiteurs. Un événement hautement symbolique présenté comme un geste d'amitié entre la Chine et la Russie. Ambiance festive aux Zoo de Moscou. Ballons, gâteaux de bambou et visiteurs enthousiastes. Tout est prêt pour célébrer le 2e anniversaire de Rouyi, le panda géant chinois devenu la vedette incontestée du parc. Pour l'occasion, le pensionnaire a reçu un gâteau spécial confectionné à base de fruits glacés et de branches de bambou, son mets préféré. Mais derrière cette fête, c'est un symbole diplomatique qui se joue. La présence du panda, prêté par la Chine, incarne l'amitié entre Moscou et Pékin. Envoyé en Russie en 2019 dans le cadre d'un programme de coopération scientifique et culturelle, Rouyi et sa compagne Ding Ding sont devenus des ambassadeurs de la diplomatie du panda. Des représentants de Chine et de Russie affirment que ce panda n'est pas seulement un trésor national, il est aussi un symbole de l'amitié solide entre nos 2 peuples. Pour les Russes, la popularité de Rouyi dépasse largement les grilles du zoo. Chaque apparition est relayée dans les médias et ses anniversaires sont devenus de véritables événements publics. Entre tendresse animale et enjeux diplomatiques, Rouyi, 2 ans, continue de renforcer le lien entre Moscou et Pékin, prouvant une fois de plus que parfois la politique internationale peut aussi passer par un panda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.